juin 1971, cette image apparaît dans les tabloïds américains. On y retrouve les 3 astronautes de la mission Apollo 15 sur leurs 3 corvettes généreusement offertes par GM pour 1 $ par an. Mais surtout, un véhicule retiendra l'attention, celui juste en dessous, le premier Moon Buggy. Intro. Dès Apollo 11, l'enjeu est de taille. En effet, bien qu'on ignore encore comment est constituée la Lune, il faut que l'on puisse s'y déplacer de la manière la plus simple, la plus sécurisante et aussi le plus loin possible, tout en ramenant un maximum d'échantillons pour pouvoir comprendre sa surface. Plusieurs projets verront le jour, le Lunar Worm par exemple, qui permettrait de se déplacer dans certains sables mouvants supposés de la Lune, la Moon Cycle, une espèce d'hybride entre une moto et un vélo électrique, ou alors encore le Lunar Leaper, le plus drôle de tous, tout simplement un pogo stick pour sauter d'endroit en endroit sur la Lune. Mais le projet ayant le plus de chances de voir le jour est sans aucun doute le MOLAB, un laboratoire mobile, comme son nom l'indique, pouvant tester les échantillons directement sur place. Sauf que problème, la NASA a plus de thunes, et pour envoyer un mammouth pareil sur la Lune, il faudrait utiliser 2 fusées. Alors, comment on fait? On repart sur la planche à dessin, et on répond à ces questions. De quel type de sol est composée la Lune? Comment se déplacer avec une gravité plus faible que sur Terre? Comment alimenter les moteurs sans oxygène ni air? Et enfin, quel type de température de fonctionnement va évoluer le rover? La première question, elle est vite répondue. Apollo 11, 12, 13 et 14 auront permis d'établir que le sol de la Lune correspond à peu près au désert d'Arizona, sur lequel les premiers prototypes seront testés. Pour développer ce véhicule, les ingénieurs de Boeing, GM et de la NASA auront seulement 17 mois. Il sera testé dans toutes les conditions possibles, dans le désert, mais aussi dans des hangars à gravité 1/8, pour simuler la Lune, en utilisant tout simplement des ressorts sur lesquels est attaché le rover. Pour permettre au rover de fonctionner sans air ou oxygène, plusieurs solutions ont été trouvées. La première, l'alimentation se fera par batterie de 36 volts non rechargeable permettant une autonomie de 78 heures. Ensuite, pour propulser le système, ce sera des moteurs électriques de 0,25 chevaux chacun, soit un total pour le rover de 1 cheval. Ouais, 1 cheval. Et une vitesse maximale de 13 km/h. Ensuite, les pneus. Encore une fois, pas d'air pour les regonfler, et on ne peut pas mettre du pilote Sport 4. Donc ce sera tout simplement un treillis en zinc entourant une structure en titane qui permet de simuler un écrasement de pneus. L'avantage, c'est que le sable ne rentre jamais dans le pneu, ce qui permet toujours de pouvoir avancer. Enfin, sur la Lune, les températures sont bien différentes des nôtres, et pour supporter les échauffements des différents moteurs, ils seront plongés dans des box de paraffine dure qui viendront fondre au fur et à mesure en s'enroulant autour du moteur, et à chaque arrêt, les astronautes devront ouvrir les boîtes dans lesquelles sont contenus les moteurs pour laisser refroidir la cire qui se redurcira, et ainsi de suite. Pour permettre un pilotage sur la Lune en combinaison spatiale, les ingénieurs ont développé un simple levier. Il contrôle à la fois les moteurs, les freins et la direction. Pour faire une marche arrière, un simple bouton placé sur le levier. Avant, Houston perdait facilement le contact avec les astronautes en expédition. Pour résoudre ce problème, ils ont installé une caméra sur la voiture, ce qui fait qu'ils ont toujours le contact, même pendant les expéditions longues. Pour maintenir les astronautes dans le siège, ils seront équipés de ceintures de sécurité, leur évitant de s'envoler à la moindre petite bosse. D'ailleurs, cette ceinture de sécurité amènera une petite histoire assez rigolote. Un des astronautes passionnés de géologie après sa formation verra au loin un morceau de basalte noir. Il prétextera à Houston un problème de ceinture de sécurité, et pendant que l'autre astronaute les divertira en leur parlant de la géologie du terrain, il ira le chercher et le ramènera. D'ailleurs, il porte aujourd'hui le nom de Seatbelt Basalt, ou alors basalte de ceinture de sécurité. Voilà, petite histoire amusante parce que même quand on est astronaute, on a le droit de s'amuser. Le châssis sera composé d'aluminium. De par sa légèreté, il est très pratique à mettre dans une fusée, et ensuite sa rigidité permettra de ramener un maximum d'échantillons à la base. L'autre avantage de ce châssis, c'est qu'il est pliable, ce qui fait qu'il peut être installé dans la baie cargo d'une navette. Et donc, une seule fusée sera envoyée au lieu de 2 précédemment prévues. Sa première arrivée dans l'espace sera ponctuée d'un petit souci. En effet, seule une transmission fonctionne et une direction fonctionne. Ils devront se contenter de se balader avec les roues arrière. Ouais, comme toi sur ton forklift. Un autre problème est sans doute le fait de la distance maximum autorisée par la NASA aux astronautes. En effet, ils voulaient qu'ils puissent quand même rentrer à pied si jamais il y avait un souci avec le rover. Question de sécurité, bien entendu. Et enfin, dernier petit souci, les ceintures étaient trop serrées pour les astronautes engoncés dans leur combinaison. Dernier fait amusant,
Un des astronautes d'Apollo 16 sera le seul vainqueur du Grand Prix de la Lune. Apollo 17, quant à eux, amèneront le record de vitesse, de 19 km/h. Voilà, je suis d'accord, c'est un épisode assez court, mais la technique en valait le détour, et parler de voitures dans l'espace, ça reste quand même fun. Moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire dans la description, vous retrouvez d'autres vidéos en parlant un peu plus en détail. Moi, je vous laisse, c'était Mario pour l'Hangar, ciao!